Candide Azanaï, Adrien Rombedji, Orden Aladati, Joseph Diobeno, Rachidi Gbadamassi, pour ne citer que ceux-là, l'actualité politique au Bénin semble très fournie entre attaques terroristes persistantes, critiques internes à la mouvance présidentielle et les voix de l'opposition qui s'élèvent. Je reçois pour vous aujourd'hui, pour en discuter, pour décrypter, un analyste aguerri de la dynamique politique au Bénin, Rachidi Ojo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je vais super bien. Rachidi Ojo, expert en communication politique et publique. C'est un bonheur de vous recevoir sur mon plateau. Le bonheur, il est partagé. Alors, le Bénin fait face à une menace grandissante, notamment au nord du pays. Malgré les efforts affichés, les attaques se répètent, Monsieur Ojo. La question, quand on a fini de souffrir de la perte de ses soldats, c'est: le Bénin peut-il réellement faire face à la récurrence de ce phénomène où nous sommes en train de perdre complètement le terrain? D'abord, vous me permettrez, comme l'ont déjà fait de nombreux compatriotes avant moi, de célébrer, d'honorer la mémoire de nos valeureux, vaillants et braves soldats qui perdent la vie en essayant de nous défendre, de nous protéger, défendre l'intégrité de notre territoire. Oui. Et leur exprimer aussi toute notre proximité citoyenne à leur famille et leur dire, s'ils peuvent nous entendre, que leurs sacrifices ne seront pas vains. Mais... Et c'est justement parce que si leurs sacrifices ne doivent pas être vains, chacun d'entre nous a une responsabilité. Nous avons de petites choses à faire. Et le fait que j'ai répondu ce matin aussi à votre invitation participe du devoir que moi, personnellement, j'ai à accomplir en tant que citoyen, que les sacrifices consentis par ces soldats ne soient pas vains. Alors vous demandez si le Bénin peut-il réellement s'en sortir ou si nous sommes en train de perdre totalement le terrain. Non, puisque nous n'avons pas le choix. Nous n'avons le choix que de nous en sortir. Le Bénin est condamné à s'en sortir parce que si nous ne nous en sortons pas, c'est la fin de la République, de nos valeurs, de notre liberté. Je dirais même que c'est la fin de notre existence. Donc nous sommes condamnés à nous en sortir. Nous sommes condamnés à ne pas perdre du terrain. Et tout le travail qu'abat sur le terrain la hiérarchie militaire et les missions qu'accomplissent tous les jours les soldats qui sont au front, c'est justement pour que nous puissions nous en sortir. Le gouvernement, il joue sa partition pour que nous puissions nous en sortir. Nous sommes face à un défi sécuritaire d'abord global qui nécessite que nous renforcions les effectifs de nos armées, ce qui est fait. Le gouvernement recrute. Ensuite, il faut former. Je constate que nous recourons à toutes les expertises auxquelles se trouvent dans le monde pour pouvoir mieux aguerrir nos forces de défense et de sécurité. Donc, nous essayons de former et de donner de la bonne formation, de la formation de qualité à nos soldats. Ensuite, il faut équiper et armer. Je constate aussi avec beaucoup de bonheur que malgré toutes les priorités qu'il y a dans la République, le gouvernement s'efforce quand même à doter nos forces de défense et de sécurité d'équipements et de matériels subséquents pour faire face à ce défi sécuritaire et singulièrement à la menace terroriste. Maintenant, quand nous avons fini de faire ce constat, on peut avoir des regrets. Lesquels regrets? J'en ai deux, personnellement. Le premier, c'est le constat qui est fait venant de certains particuliers ou bien même d'organisations structurées, parfois organisations politiques, parfois organisations d'une autre nature, qui font semblant de ne pas voir la réalité en face et qui font des propositions, je dirais hypocrites, ou tout au moins déconnectées de la réalité. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Lorsqu'on propose par exemple que l'on mette en place une force conjointe entre le Bénin, Burkina, le Niger, le Burkina Faso, oui, le Togo et le Nigeria, on devrait quand même se poser des questions sur ce qu'est devenu l'initiative d'Accra, qui avait pour vocation de créer une synergie régionale dans la lutte contre le terrorisme.
Ensuite, les bouleversements et les changements de régime qui sont intervenus ces derniers mois autour de nous laissent des réalités qui font, qui changent tout, lorsque l'on se réfère à la nécessité, par exemple, pour les armées de pays voisins, de partager les renseignements. Ceux qui sont autour de nous font des choix stratégiques qui ne sont pas exactement les choix que nous faisons dans cette lutte contre le terrorisme. Et puis après, quand on a suivi ces dernières semaines les responsables des forces de défense et de sécurité s'exprimer sur certaines de leurs difficultés à rechercher la collaboration avec les voisins, lorsqu'on fait une telle proposition, on peut se demander, est-ce que c'est ça qui doit d'abord venir, ou bien il y a quelque chose qu'on ne dit pas? Il faut retenir une chose. Nous sommes en guerre. Chaque fois qu'on parle d'attaques terroristes, en réalité, ce sont des batailles. Parce que les terroristes, lorsqu'ils engagent des corps à corps avec nos forces de défense et de sécurité, ce sont des batailles qui suivent, parfois des combats très durs, très intenses, dans lesquels, malheureusement, nous enregistrons des pertes, autant que nous en faisons dans leur rang. C'est une guerre de longue durée et de longue haleine. Et ça m'amène sur le deuxième regret. Parce que vous constatez aujourd'hui qu'avec une certaine facilité, une certaine aisance, certains de nos compatriotes, certains revêtus de manteaux de web journalistes, d'autres simples observateurs ou commentateurs de l'actualité, parce qu'espérant qu'il y ait d'informations officielles sur les derniers épisodes de bataille ou de combat entre nos forces de défense et de sécurité et les terroristes, s'empressent à s'approvisionner en informations aux sources terroristes. Vous avez quelle preuve? En relayant. Non, madame, je pense que vous, autant que moi, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Vous avez vu circuler des vidéos, des écrits de propagande terroriste. Et vous savez très bien que certaines personnes affichent un nombre N de morts qui correspond exactement à ce que les terroristes disent. Mais ça ne vous fait pas dire normalement que la source de ce fait, elle est terroriste. C'est assez grave ce que vous dites. Alors, oui. D'accord. Comment est-ce qu'une personne qui n'est pas au combat peut venir affirmer qu'il y a eu un nombre N de morts? Parce qu'il y a eu une vidéo disponible. Et la vidéo qui a tourné la vidéo? Allez-y. Oui, il y a eu une vidéo disponible. Oui. Oui, pour qu'une vidéo tombe dans le domaine public, Oui. on n'a pas forcément besoin de savoir qui a tourné la vidéo. Oui. Alors, lorsque vous avez des vidéos oui. dans lesquelles les personnes qui vous parlent sont des personnes qui revendiquent leur statut de responsable terroriste, qui avancent des chiffres par rapport aux pertes qu'ils auraient causées dans le rang de nos forces armées, vous avez quelle source lorsque vous relayez ce nombre N de morts ou les chiffres des pertes que eux autres qu'ils diffusent? C'est de ça que je parle en réalité. Vous voyez que c'est très complexe comme parce que si on ne fait pas attention, on va devenir très rapidement un agent préposé à la propagande terroriste sans s'en rendre compte. Parce qu'on va dire, parce que le gouvernement ne nous a pas dit le nombre de morts qu'il y a, la seule chose que nous avons à faire, puisqu'on est tombé sur une vidéo qui fait partie de la propagande terroriste, c'est sur ça qu'on s'appuie pour faire des relais, pour relayer des informations dont on n'a aucune certitude, dont on n'a même pas les moyens d'établir la véracité et l'authenticité. Et c'est ça qui est dangereux. J'ai voulu que nous fassions justement ce débat parce que peut-être comme vous, beaucoup de nos compatriotes tombent dans ce piège. Et ce qui est grave, il y a un fait pénal à l'intérieur de ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles moi j'ai voulu quand même aborder ce sujet, parce que par ignorance, des gens peuvent poser des actes dont ils ne mesurent pas toute la portée. Lorsque vous participez à la propagande terroriste, vous êtes inéluctablement dans l'apologie d'une organisation terroriste, de ses dirigeants ou de ses activités.
Vous savez, dans la définition du terrorisme, la loi pénale béninoise est très dure et très stricte. C'est vrai, il y a une définition globale. Après, vous avez des définitions qui ont pris en compte toutes les facettes, toutes les dimensions, toutes les implications, toutes les ramifications que le terrorisme peut avoir. Et ces définitions, on peut les voir à l'article 163 du Code pénal. Quand vous faites l'apologie du terrorisme, c'est un acte terroriste. Et vous êtes susceptible d'être poursuivi pour terrorisme. Alors que vous avez vu une vidéo dans laquelle un responsable terroriste annonce qu'il a infligé telle perte à notre armée, vous vous empressez de relayer, et avec même beaucoup de plaisir, il y en a qui n'hésitent pas à citer leurs sources. Vous ne pouvez pas, même en tant que journaliste, relayer des informations provenant de sources criminelles, des personnes sans moralité, sans éthique, qui tuent, qui décapitent, qui mutilent, qui détruisent nos sociétés, et en pensant que vous êtes en train de faire votre métier. Là, ça dépasse totalement les limites de la liberté d'expression. On est dans le pénal et il faut que nos compatriotes fassent attention à ce qu'ils posent comme acte. Nous disons que nous allons faire en sorte que les sacrifices de nos héros ne soient pas vains, mais il y a de petites choses à faire. Par exemple, c'est déjà le fait de ne pas, parce qu'il n'y a pas d'information officielle, relayer la propagande terroriste et se poser des questions. Parce que le gouvernement ou l'armée qui ne nous donne pas des informations officielles sur une bataille entre les forces de défense et de sécurité et les terroristes a peut-être ses raisons. Et on peut comprendre que ce soit un choix stratégique. Mais derrière aussi, on peut faire la lecture que c'est peut-être une fuite politique. Et ce silence du gouvernement n'est pas toujours compris de la part des compatriotes. Donc, parfois, sans l'excuser, le journaliste se met en posture de les populations ont besoin de savoir. Alors, je vous explique. Nous sommes en guerre. Et je le répète, et c'est une guerre de longue durée. Avant nous, des nations, des États sont engagés dans la guerre contre le terrorisme depuis 20 ans, depuis 25 ans. Les gens y sont encore, parce que c'est la particularité de la guerre contre le terrorisme. Dans une guerre, chaque armée définit sa stratégie de guerre. Vous l'aviez évoqué tantôt, peut-être de façon implicite. La façon de communiquer en temps de guerre, le modèle de communication de guerre choisi par une armée fait partie de sa stratégie de guerre. Bien sûr. Alors, à partir de cet instant, la question qu'il faut se poser, le juste équilibre qu'il faut rechercher entre le droit des citoyens de savoir, le droit à l'information des citoyens et le devoir de production de sécurité des forces de défense et de sécurité, jusqu'où il faut pousser cet équilibre. Nous voulons être en sécurité. Chaque soldat qui tombe, c'est pour préserver 1 millimètre carré peut-être de notre territoire. Et donc, face aux impératifs de sécurité pour nous tous, ne pas avoir quelques informations sur les pertes en raison peut-être du secret de perte qui fait partie de l'usage militaire, ça n'empêche personne de respirer et ça ne peut pas justifier que l'on aille aux sources terroristes pour aller chercher des informations et verser dans la propagande terroriste qui peut être de nature à déstabiliser la société et à démoraliser les troupes. Ce n'est pas bien et il faut que ceux qui ont choisi cette façon de commenter l'actualité sur cette guerre contre le terrorisme puissent se remettre en cause et soient fortement sensibilisés aussi. C'est déjà ce que nous faisons. Je vous dis, si moi j'ai accepté en partie de faire cette émission, c'est parce que je dis j'ai un devoir de sensibilisation vis-à-vis des compatriotes. Il faut le savoir. Quand on n'a pas d'informations officielles, c'est qu'on n'en a pas. De toutes les façons, les familles, vous savez, clairement, il soit établi que le chef de l'État prenne peut-être, je ne sais pas, une ordonnance et enjoigne à tout citoyen, à tout journaliste de ne point relayer l'actualité ayant trait. Non, vous avez parlé de stratégie de guerre. Il n'a pas besoin. Je pense que
clairement dit, clairement évoqué comme ça. Non, pas besoin d'ordonnance, pas besoin de loi. Le cadre légal qui est là a fixé des limites. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je viens de vous démontrer que lorsque vous participez à la propagande terroriste, vous êtes dans l'apologie du terrorisme et c'est considéré comme un acte terroriste par le code pénal. Donc, plus besoin de nulle ordonnance, de nulle loi pour contraindre qui que ce soit à faire ce qu'il doit faire pour que la République se porte mieux. Je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais nous savons que la loi n'est pas à portée de tout le monde. Je ne parle pas des journalistes, parce que ce relais aurait pu venir de simples citoyens ne comprenant rien aux enjeux, n'est-ce pas? Je pense qu'ils ont compris maintenant. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui tomberont sur cette émission feront œuvre utile en faisant en sorte que ça touche les derniers des citoyens. Espérons. Alors, Monsieur Dio, vous évoquez tantôt les défis logistiques. Et je me pose aussi bien la question de savoir, est-ce que c'est seulement une question de moyens ou aussi de volonté politique? Est-ce que, oui, vous avez abordé la question de l'initiative d'Accra et tout, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux que ce qu'on fait déjà? C'est une préoccupation, hein. Encore faisant. Je ne sais pas, je vous pose la question, c'est vous qui êtes analyste. Alors, je pense que notre pays et son armée font tout ce qui est de leur devoir pour que nous puissions remporter la guerre contre le terrorisme. Mais c'est une guerre très souvent de longue durée. C'est-à-dire, il y aura des batailles. Ce que nous appelons attaques terroristes, quand les terroristes viennent, ils viennent avec une certaine logique. Oui. Et les nôtres, ils combattent héroïquement avant que certains ne tombent. Et ça, il faut le retenir. Et ça, il faut le savoir. Et il y a des batailles dans lesquelles nos forces de défense et de sécurité réussissent à neutraliser totalement l'ennemi. La réalité du terrorisme est telle que lorsque vous neutralisez aujourd'hui une bande terroriste, une semaine après, une autre naît sur les cendres de celle que vous avez neutralisée. Et donc, vous y êtes. Et dans ça, je répondrai à votre question par rapport, est-ce qu'il ne faut pas faire autre, qu'est-ce qu'il faut faire? La guerre contre le terrorisme, surtout en termes de choix politiques, ce n'est pas uniquement une guerre qu'on gagne avec les armes. Okay. Et notre armée en est très bien consciente, madame. Après l'épisode du 17 avril, vous avez vu le commandant militaire qui a rencontré les communautés Peul d'un certain nombre de communes de notre pays, de Materi, Bukumbe, Tangueta, Kobli, Natitengu, Kouandé, Kérou et Peonko. Justement, ces rencontres d'échanges avec certaines communautés participent de notre stratégie de lutte contre le terrorisme. Donc c'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas effectivement seulement une question de moyens, de logistique, de militaires bien formés. C'est parfois une question de préparation psychologique, de sensibilisation. Lorsque vous parlez de choix politiques, je vous vois venir, madame, rien ne peut justifier le terrorisme. Rien. Si vous entendez un homme politique dire que ce sont des choix politiques à l'interne qui expliqueraient le fait que les terroristes aient décidé d'attaquer le pays, c'est une fuite en avant. Rien ne justifie le terrorisme, rien ne justifie le crime. Après, je comprends, mais on pourrait trouver une solution politique. Après, ce dont il faut parler et ce qu'il faut conseiller aux gouvernants, oui, c'est de faire en sorte que dans certaines régions, les politiques publiques puissent tenir compte d'un certain nombre de réalités. Et ça, ce n'est pas à notre État qu'il faut l'enseigner. Allez voir ce que nous faisons aujourd'hui dans les communes frontalières. Allez voir les réalisations de l'agence béninoise de gestion intégrée des frontières, qui est quand même le bras opérationnel, parce que tout est dans la gestion, en fait, des espaces frontaliers. Lorsqu'on a maîtrisé la gestion de nos frontières, on a déjà franchi un grand pas dans la lutte contre le terrorisme. Parce que, comme le président de la République l'a dit en décembre dernier, quand les gens viennent nous attaquer,
ils se replient en territoire voisin où ils circulent librement. Et donc, dans notre approche de gestion des frontières, on a tenu compte de tout ce qu'il faut pour lutter efficacement contre le terrorisme. Monsieur Odio, et donc, il faut... oui. Non, c'est très important que nos compatriotes les sachent. Toutes les dimensions, c'est une guerre multidimensionnelle. La dimension liée au combat est prise en compte. Même les autres dimensions, la dimension sociale, la dimension économique, même la dimension civilisationnelle du terrorisme. Le gouvernement a pris ça en compte. Et je dis, il faut soutenir nos forces de défense et de sécurité dans la vérité, dans la sincérité, sans hypocrisie, et nous arriverons à bout du terrorisme. Et c'est à ça que j'en venais. L'autre question, quand on a, malheureusement pour nous, on est tous sur Internet, donc on voit, oui. on voit les images. Oui. Quand on a fini de regarder ça et d'avoir horriblement mal, la question qu'on se pose en tant que citoyen lambda, c'est est-ce que notre armée est préparée pour gagner cette bataille, cette menace asymétrique? Aucune armée n'est suffisamment définitivement préparée dans la guerre contre le terrorisme. La préparation doit être continue parce que vous avez affaire à des personnes qui sont en permanence dans la réadaptation stratégique. Et la préparation que vous faites, c'est par rapport à des approches des guerres. Si demain, les terroristes changent leur approche des guerres, votre préparation est dépassée. Et donc, la hiérarchie militaire comprend ça, notre État comprend ça, et dans notre stratégie globale de défense, ces questions-là sont prises en compte. C'est pour ça que je dis, quand les gens parlent parfois, il faut qu'ils fassent l'effort de s'informer sur ce qui est fait, sur la façon dont les choses se passent, surtout lorsqu'il s'agit des responsables publics. Parce que c'est dérangeant parfois d'entendre des responsables publics raisonner sur cette question comme de simples citoyens qui peuvent être excusés de ne savoir pas certaines choses. Mais quand on est responsable politique, responsable public, et surtout quand on a eu à gouverner par le passé, il y a des choses qu'on est censé savoir. Je suis d'accord. Alors, sans transition, Monsieur Odio, nous allons aborder les critiques de Maître Adrien Mbouidi contre la gouvernance. Des requêtes qui, en principe, dans une démocratie, peuvent paraître légitimes. Est-ce que, Monsieur Odio, c'est un crime de souhaiter la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et une révision d'un code électoral qui, apparemment, ne fait pas consensus? Alors, vous demandez si c'est un crime pour quelqu'un de demander la libération des personnes qu'il considère comme prisonniers politiques ou le retour au pays des personnes qu'il considère comme exilés politiques. Le qu'il considère est très important. C'est très important parce que c'est sa perception, on ne peut pas lui enlever ça. Et on va en parler tout à l'heure. Non, c'est pas un crime. Mais c'est préoccupant et incompréhensible lorsque le patriarche Adrien Mbouidi, qui collabore avec avec le gouvernement du président Patrice Talon, je parle même du gouvernement. La mouvance pour moi c'est ça n'exprime pas exactement ce que il a collaboré avec le système Talon, avec le système de gouvernance depuis 2016. La situation qui est celle des personnes qu'il considère comme exilés politiques est une situation qui date maintenant de 2017 pour les premières personnes qui sont parties. À quel moment exactement le patriarche a commencé par considérer ces personnes comme exilés politiques? Pissoumio. À quel moment? Est-ce maintenant ou dès le début? Parce que le mal ne devient pas le mal avec le temps. Le mal est mal depuis la Genèse. Ce qui n'est pas bien n'est pas bien. C'est-à-dire que de toute sa participation avec la gouvernance Talon depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, c'est sûrement que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a remarqué ça.
Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la collaboration n'a pas été conditionnée par un certain nombre de deals? Ah, et c'est ça qui est dangereux. Lorsque vous troquez vos convictions par des deals, si c'est vous qui le dites, hein, je reprends exactement vos mots. C'est vous qui le dites. Parce que dans les deals, il y a les intérêts. C'est parce que vous avez des intérêts dans un deal que vous passez avec un système de gouvernance. Cela vous débarrasse, vous enlève vos convictions pour un moment, ça devient dangereux. C'est néfaste, c'est nuisible pour la société. Et c'est là toute la question que l'on se pose sur le moment choisi par le patriarche Adrien Ngouedi pour nous dire un certain nombre de choses. Nous sommes tous témoins de son parcours politique. Nous connaissons son attachement aux libertés, à la démocratie, aux droits de l'homme. C'est connu. Comme il a dit, il a écrit. Mais nous nous posons des questions aussi. Parce que, après tout, un homme politique, c'est la conviction et la constance. Donc, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il a attendu depuis 7 ans, 8 ans, qu'il est à l'intérieur du système Talon, de profiter éventuellement d'un certain nombre d'intérêts qui lui sont réservés avant maintenant de nous dire que la situation de ces personnes, c'est la situation des exilés politiques, auquel cas, il n'est pas crédible. Parce qu'on peut dire, c'est hier qu'il était dans la vérité. Or, aujourd'hui, il est dans le contraire de la vérité. Et sans vouloir vous interrompre. Non. Oui. Vous me permettez de finir rapidement. Ok. Donc, on peut penser qu'hier, il a essayé de s'accommoder à quelque chose dont il ne partage pas le bien fondé, dont il n'est pas convaincu, et que c'est aujourd'hui qu'il s'exprime dans ses réelles convictions. En ce moment, quel est l'exemple qu'il nous donne? Est-ce qu'il est en train de nous dire, vous pouvez avoir des convictions, si vous avez vos intérêts, si vous avez des amitiés à préserver, n'exprimez pas vos convictions. Attendez d'abord la fin du bénéfice de vos intérêts avant d'exprimer vos convictions. Ou derrière. Auquel cas, ça devient un chemin difficile à suivre. Ça devient un exemple très, très difficile à suivre. Ou derrière, Monsieur Odjo, quand on a fini de revisiter le parcours de l'homme, de cet homme dont vous disiez tout à l'heure qu'il reste très attaché aux libertés et tout, on peut s'interroger sur la ligne entre la loyauté à la République ou la loyauté à un homme. D'accord. Est-ce que, finalement, ce que Monsieur Adrien Ngouedi est en train de faire, ce n'est pas une tentative pour sauver quelque chose de plus fort que les intérêts du moment? C'est une interrogation. D'accord. Vous avez sorti des concepts, parce que moi, la rigueur sur les concepts, c'est quelque chose qui me caractérise aussi. Vous faites bien. Vous avez parlé de la loyauté à la République et la loyauté à un homme. Oui. A priori, le patriarche est un homme de loyauté à la République. A priori, oui. Je n'ose pas dire. Moi non plus. Je n'ose pas dire qu'il est dans la loyauté à un homme. Depuis 2016, il était dans quoi? Dans la loyauté à la République ou la loyauté à un homme? Dans la loyauté à la République. Dans la loyauté. Parce qu'il croyait. Et cette loyauté à la République l'a empêché de voir que depuis 7 ans, 8 ans, des compatriotes sont dans une situation d'exil politique. Puis depuis 7 ans, 8 ans, la loyauté à la République ne lui a pas permis de voir ça. Ça, ce n'est pas la loyauté à la République. Ça a sûrement un autre nom que je ne suis pas qualifié pour trouver. Mais ce n'est pas la loyauté à la République. Ensuite, lorsque, relativement au code électoral, le patriarche dit qu'il nous faut absolument réviser le code électoral pour avoir un code électoral qui puisse permettre au maximum de nos compatriotes de se sentir concernés par les élections. Il parle en réalité de quel code électoral? Parce que, vous l'avez dit, je suis quelqu'un qui suit très bien la dynamique politique dans notre pays. Et ça, je le fais avec parfois beaucoup de silence, mais beaucoup d'intérêt. En 2018, lorsqu'on était en train de
mettre en place le premier code électoral de la réforme du système partisan. Oui. Le code électoral du 9 octobre 2018. C'est ce code qui a été remplacé par celui du 15 novembre 2019. Dans ce code, donc, du 9 octobre 2018, il y a l'article 242 qui, bien évidemment, avait déjà consacré le principe des 10% comme seuil à réaliser 10% des suffrages au plan national comme seuil à réaliser pour être éligible à l'attribution des sièges. Mais dans ce code électoral, dans cet article 242, on écrivait que l'application de cette règle ne devrait pas nous conduire à ce qu'il y ait moins de 4 partis politiques à l'Assemblée nationale. Et le patriarche, avec l'ex-PRD, savait très bien que l'application de cette règle, quoi qu'il arrive, allait permettre quand même à l'ex-PRD d'être représenté au Parlement au thème des élections de 2019. En ce moment, le code électoral, avec le même esprit qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, oui, n'a posé aucun problème à Maître Adrien Oubedi. Aucun. Aucun problème. Parce qu'il savait que même si l'ex-PRD ne valait pas à lui tout seul 10% des suffrages exprimés au plan national, le fait qu'on ait dit qu'il n'y aura pas moins de 4 partis représentés au Parlement, après bien évidemment l'ex-UP, le BR et le FCBE, le parti qui était en 4e position, c'était le sien. Donc en ce moment, il s'est tué sur le code électoral parce que les intérêts de son parti à l'époque étaient préservés. En ce moment, on est dans la loyauté à la République, puisque ce qu'il dénonce aujourd'hui, les dispositions dont il parle, sont des dispositions qui ont été insérées dans le code électoral dans la continuité de la préservation de l'esprit de la réforme du système partisan. Je ne pense pas que nous ayons peut-être suffisamment de temps pour en parler, mais c'est ce que je peux vous dire par rapport aux déclarations récentes du patriarche. Je vais conclure en disant que Maître Adrien Oubedi est libre de ses choix politiques. Il est libre comme tout citoyen. Il est libre de sa parole. Mais après, il faut avoir le courage de ses choix politiques. S'il veut se repositionner, il faut qu'il fasse dans la dignité et la vérité. Si peut-être il a constaté que nous sommes à la fin d'une décennie et en essayant d'analyser la situation qui va prévaloir en 2026, il se dit, oh, peut-être que le pouvoir ira dans tel sens et qu'il ait envie de se repositionner, c'est son droit le plus absolu, mais qu'il fasse dans la vérité et la dignité. Pas en ravalant ses vomis, pas en nous faisant croire que ce qu'il a défendu, promu, protégé depuis 7 ans, 8 ans, était du mensonge et que c'est maintenant qu'il est dans la vérité. C'est ça qui n'est pas bien. Pour vous pensez que c'est un repositionnement politique, que ce n'est pas un cri d'alarme face à un système verrouillé, cela ressemble à un repositionnement politique non assumé. Mais écoutez, madame. Mais ça pourrait être un cri d'alarme. Non, ça ne peut pas être les deux. C'est-à-dire, vous y voyez le cri d'alarme ou d'alerte, mais la toile de fond, c'est le repositionnement politique. Ah, d'accord. Okay. C'est le repositionnement politique. Et je dis qu'il en a le droit. C'est-à-dire qu'il peut participer à une gouvernance aujourd'hui et que peut-être, voyant que des choses pourront se passer en 2026, décide de se repositionner. Mais que cela se fasse dans la dignité et dans la vérité. Pas en nous faisant croire qu'il est resté dans quelque chose qui est contraire à ses convictions, à ses valeurs, à l'idéal qu'il a toujours défendu depuis des décennies et des décennies. Ne pas nous faire croire qu'il est resté dans ça pendant 8 ans, pendant 9 ans. En 2016, lorsque Patrice Talon a été fraîchement élu président de la République, Maître Adrien Oubedi et l'ex-PRD n'ont pas attendu la prise de service du nouveau président avant de déclarer leur soutien au président élu. Parce que le candidat que le parti avait soutenu, le PRD à l'époque, n'a pas remporté l'élection présidentielle de 2016. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous en avons marre de faire l'opposition. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans l'opposition.
Maintenant, nous voulons participer à la gouvernance. Mais après ça, personne ne leur a fait un procès pour ça. On a analysé, on a critiqué, on a demandé si cela correspondait à des convictions. Et puis, c'est terminé. C'est terminé. Le repositionnement politique doit se faire dans la dignité, dans la clarté, dans la vérité. Il faut pas mélanger la scène politique. Il faut pas, devant des jeunes, passer ce que l'on a accepté hier pour quelque chose de mauvais, d'inacceptable, parce qu'aujourd'hui, on a de nouveaux amis, on a de nouvelles fréquentations. Vous soupçonnez qu'il a de nouveaux amis et de nouvelles fréquentations? Mais vous voyez pas. Dites-moi tout. Mais vous voyez pas l'ancien président Boni Yayi qui s'est rendu au domicile de Maître Adrien Ngwedji. Quelques jours après, lui aussi, il s'est rendu au domicile de Boni Yayi. Vous pouvez pas savoir tout ce qui s'y sont dit. Monsieur Patrice Talon se rend. Non. Monsieur Boni Yayi va voir Monsieur Patrice Talon. Je viens. Et puis il y a eu des visites à son domicile ces dernières 24 heures. Hier encore, c'est le groupe parlementaire, les démocrates, dans tout son effectif, qui s'était rendu au domicile du patriarche. Il y a des choses qui se trament. Non, je pense que le patriarche amorce un repositionnement, mais qu'il ait le courage de l'affirmer, de l'assumer. Ça l'honore, ça le grandit, ça préserve sa réputation. La façon dont ça se passe là, c'est pas bon pour lui et son image. Alors, toujours dans la mouvance présidentielle, nous allons parler des tensions. Bertin Korovi n'a pas mâché ses mots contre Joseph Diogueno et l'Union progressiste, le renouveau, une sortie virulente venant de l'intérieur, même de la mouvance. Monsieur Rachidi Odo, est-ce qu'on est en train d'assister à une querelle politique ou est-ce que plutôt ça révèle des fractures beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses en vue de 2026? Alors, c'est vous qui parlez de Bertin Korovi. Après ce nom, pour illustrer ce que vous appelez des tensions à l'intérieur de la mouvance, est-ce qu'il y a encore un autre nom que vous pouvez citer? Non, je vous demande, je vous pose la question. Si vous permettez, c'est vous qui posez la question. Bon, c'est plutôt c'est vous qui posez les questions ici. Oui, c'est plutôt le membre de la mouvance le plus tonitruant de la République. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai personnellement jamais considéré M. Bertin Korovi comme un membre de la mouvance présidentielle. Ah, carrément. J'ai dit moi. Je suis libre de mes convictions. Bien sûr, oui. De mes perceptions. J'ai dit moi. Parce que j'analyse les profils, les discours, les attitudes, et je vous dis que je ne l'ai jamais considéré comme un membre de la mouvance présidentielle. Et c'est pas moi qui le dis. Ah oui? Benoît Degla a fait une interview récemment. Il a revendiqué son statut de précurseur, de fondateur du Parti Bloc républicain. Si vous analysez les termes dans lesquels il a évoqué l'appartenance de Bertin Korovi à son parti, vous allez vous demander s'ils sont vraiment des camarades du même parti. Alors, pour moi, il n'y a pas de tension à la mouvance présidentielle. Vous avez un acteur politique qui est friand de la publicité politique, parce que ça fait partie aussi de son métier, qui a du mal aussi à s'assumer entièrement. Parce que je constate qu'il reste un vrai opposant dans l'âme et dans l'esprit. Je constate. C'est-à-dire que le Bertin Korovi authentique que nous avons connu de 2016 jusqu'à 2021, c'est ça. C'est ce Bertin Korovi aujourd'hui qui a disparu de la scène politique. Qui a refait surface? Non. Ce Bertin Korovi n'existe pas, mais c'est le Bertin Korovi authentique. C'est le Bertin Korovi qui exprime ses convictions, qui dit ce qu'il pense de la gouvernance. Ce qu'il dit aujourd'hui, pour moi, ressemble à un discours de facettes. Il fait du cosmétisme lexical pour donner l'impression qu'il est dans la mouvance présidentielle. Mais moi, quand j'analyse son attitude, quand j'analyse son discours, j'ai du mal à dire qu'il est de la mouvance présidentielle. Parce que même lorsqu'il prend Patrice Talon pour idole et qu'il défend les dernières déclarations de Maître Adrien Ngwedji au sommet de la jeunesse béninoise contre la gouvernance de Patrice Talon, pour moi, non seulement il n'est pas de la mouvance,
il n'est même pas un taloniste. Patrice Talon ne peut pas être son idole. Pourquoi? Patrice Talon lui-même, dans sa dernière interview à Jeune Afrique, a dit que les propos de Maître Adrien Oumbédi sont du leurre. Il n'en avait même pas encore dit autant. Parce que cette dernière déclaration au sommet de la jeunesse béninoise renseigne davantage sur l'orientation politique que le patriarche veut se donner et sur son positionnement vis-à-vis de la gouvernance Talon. Donc, vous ne pouvez pas prendre Patrice Talon pour votre idole et venir défendre les déclarations de Maître Adrien Oumbédi contre la gouvernance politique. Mais avoir une idole ne m'empêche pas d'avoir une autonomie réflexive. Je ne sais pas. Allez-y. Non, je vous laisse poser entièrement votre question, voilà. Parce que après, vous allez vous rendre compte que j'ai une idole. Il y a des formes d'hypocrisie qu'il faut totalement éviter. Allez-y. Alors non. Allez-y. Alors là, appelez les choses par leur nom. Dites que Bertin Karovi est dans de l'hypocrisie depuis le début. Je dis, on ne peut pas avoir pour idole Patrice Talon. Son idole, c'est quoi? Ça suppose que son style de gouvernance lui plaît. Parce que c'est ça, on est dans l'espace public. A priori, mais ne pas manquer de réfléchir. On peut avoir du recul par rapport à un choix que fait son idole. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faut juste patienter. Vous allez me comprendre. Okay, parce que c'est très important qu'on se fasse comprendre. Il dit que Patrice Talon est son idole. Je pense qu'on n'a pas besoin de se faire, vous et moi, une clarification conceptuelle. Et derrière, il valse à souhait avec les membres de la mouvance présidentielle. Et vous le laissez faire. Et aujourd'hui, parce qu'il tient des propos qui n'arrangent pas, vous dites que, depuis le début, qu'il était dans un rôle d'hypocrisie. J'ai du mal à ne pas voir une manœuvre de se débarrasser de quelqu'un qui vous casse les couilles. Moi, je me débarrasse de personne. Vous m'aviez invité en tant qu'analyste politique. On discute là, en fait. Bien sûr, je vous présente mes analyses. Et puis après, il sera loisible à chacun de nos compatriotes de commenter ce que nous disons dans un sens comme dans un autre. Je constate que l'attitude, les discours publics de Bertin Karovi contrastent avec son appartenance à la mouvance présidentielle. Je répète que le fait pour lui de considérer Patrice Talon comme son idole, on est sur le terrain politique, et de venir applaudir ou justifier les déclarations de Maître Adrien Oumbédi contre la gouvernance politique de Patrice Talon pose un problème. Ça pose un problème de clarté. Encore le mot clarté. Il y a de l'équivoque, il y a des contrastes. Il n'y a pas de cohérence. Les acteurs politiques doivent être cohérents. Nul n'est tenu de dire ce qu'il dit. Il faut que les gens fassent l'effort d'être vrais et authentiques. Après, ce n'est que notre authenticité que nous avons à défendre. Mais si vous laissez la personne que vous êtes à l'intérieur de vous-même pour projeter une autre personne à l'extérieur, juste pour des questions d'exhibitionnisme politique, mais ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et ce que je dis, vous pouvez le retenir, s'il se passe quoi que ce soit aujourd'hui qui mettrait Patrice Talon en difficulté, vous ne verrez pas Bertin Karovi comme le premier défenseur de Patrice Talon. Parce que il faut suivre ses discours, il faut suivre ses réactions, il faut analyser son attitude. Donc pour moi, il n'y a pas de tension à la mouvance présidentielle. Il n'y a même pas de raison qu'il y en ait. Parce que les acteurs qui animent cette mouvance sont conscients des enjeux et savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Est-ce que le jeu auquel il joue n'aura pas des dissensions sur l'électorat de la mouvance, d'une manière ou d'une autre? Non, pour que le jeu auquel il joue puisse avoir un impact, une répercussion sur cet électorat, il faut déjà vous poser la question de savoir quel est l'électorat de M. Bertin Karovi lui-même. Parce que c'est ça d'abord. Voilà. Donc, si vous arrivez à les situer sur la carte électorale, vous pourriez répondre parfaitement à cette question.
Mais je peux vous dire, il n'y a aucune incidence. Parce que tout le monde le connaît et tout le monde comprend parfaitement ce qu'il fait. Moi, je dis, chacun est libre de faire ce qu'il fait. Mais nous sommes aussi libres de constater, de voir la réalité de ce que les gens font. Donc, Bertin Kovi peut continuer. Mais dans mon entendement, ce n'est pas l'attitude d'un mouvancier. Ce n'est même pas l'attitude d'un talonniste. En le gardant dans le rang des talonnistes. Ce n'est pas l'attitude d'un talonniste, d'autant puisque lorsqu'on attaque, par exemple, Joseph Diogbeno, je viens. Voilà encore l'illustration de l'incohérence de sa démarche. Lorsqu'on s'en prend à Joseph Diogbeno sur des actes de gouvernance qu'il a posés en tant que ministre de Patrice Talon, en tant que ministre de la Justice et de la Législation, et qu'on dise que on est un soutien du gouvernement, on soutient les réformes. Au même moment, on dit qu'on soutient les réformes. Au même moment, on s'en prend à quelqu'un parce qu'il serait la personne qui a eu l'idée des réformes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis tout ça, c'est très difficile, c'est très complexe. C'est toute l'existence même du personnage après qu'il faut essayer d'analyser. J'ai suivi récemment, je pense, il a fait, comme il en a l'habitude, un message vocal relayé dans les groupes WhatsApp, comme d'habitude. Et il parlait du professeur Joseph Diogbeno en lien avec le parrainage pour 2026, oui, en disant qu'un chef de parti politique peut s'octroyer à lui seul le parrainage, oui, que ce n'est pas équitable. Vous avez entendu ça. Oui. Mais tellement, il n'arrive pas à révéler l'authenticité de sa personnalité qu'il est parfois obligé de faire du mélange. Parce que sur cette question, il y a deux hypothèses. Soit il n'a pas du tout compris la loi électorale, soit il est de mauvaise foi. Et je pense qu'il est de bonne foi. Et je pense qu'il est de bonne foi. Je pense qu'il est de bonne foi. Il n'a pas compris la loi électorale. Et je retiens l'hypothèse qu'il n'a pas compris la loi électorale. Et donc, il n'y a aucune disposition, du code électoral. Aucune des dispositions modificatives et complétives intervenues dans la loi électorale en mars 2024, dont l'interprétation peut donner lieu à une telle réalité. Un chef de parti politique n'est pas en position de s'attribuer quelque parrainage que ce soit. La loi n'en a pas disposé ainsi. Et aucune interprétation d'aucune disposition de la loi ne peut permettre de dire une telle chose. Mais après, à quoi ça correspond? C'est ça la question. Après ce qu'il fait, à quoi ça correspond? Dites-nous. Il faut lui poser la question. À quoi ça correspond de dire des choses qui n'existent pas juste pour satisfaire le plaisir d'attaquer, de dénigrer une personnalité de la mouvance présidentielle? À quoi cela correspond? Moi, je pense que prochainement, quand vous allez recevoir Bertin Kovi, il pourra vous dire exactement à quoi cela correspond. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que le laisser mariner à vos dépens dans la mouvance présidentielle, finalement, ne vous créera pas plus de tort? Parce que, est-ce que finalement, le jeu auquel il joue ne va pas plus en faveur de l'opposition? Est-ce qu'il ne va pas falloir arrêter d'être complaisant et peut-être décider de sa sortie de la mouvance présidentielle et au moins on est clair? On est clair sur quoi? Sur la posture. Parce que apparemment, si je suis votre raisonnement, personne ne croit plus sa pseudo-appartenance à la mouvance présidentielle. Oui. Mais pourquoi vous les laissez pour qu'il joue à ça? Ou bien il a été commis à... Vous m'attribuez quelle responsabilité? Aucune. Puisqu'on réfléchit. Alors, puisqu'on réfléchit, moi, je pense que les gens n'ont même pas à lui dire quoi que ce soit.
La mouvance présidentielle, c'est un espace public, c'est un espace politique. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il appartient à la mouvance présidentielle et qu'il a des comportements qui font penser le contraire, je pense que la façon de le traiter au sein de cette mouvance aussi va lui montrer que il y a de la méfiance à son égard, parce qu'il est imprévisible, parce que on ne peut pas savoir jusqu'où il faut le mettre dans une stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir. Mais après, il reste dans la mouvance comme s'il n'y est pas. Parce que il peut pas être quelque part où on parle des choses sérieuses. Je ne pense pas que là où les gens discuteront de la stratégie de conservation du pouvoir par la majorité présidentielle actuelle, que lui sera invité là. Parce que tout le monde sait que le lendemain, ça sera au dehors. Mais derrière, après tout cela, est-ce que finalement, Bertin Kaovi n'essaie pas de mettre peut-être le doigt sur un système de contrôle de parrainage aussi? Système de contrôle de parrainage, est-ce que vous pouvez vous faire plus clair? Nous avons fait la réforme du système partisan pour accorder plus de valeur aux partis politiques, pour replacer les partis politiques au cœur de notre démocratie et de l'animation de la vie politique. Parce qu'en démocratie, ce sont les partis politiques qui exercent le pouvoir d'État. Nous avons constaté, hélas, que depuis 1990, aucun parti politique n'a pu hisser un de ses militants aux fonctions de président de la République. La réforme a été modelée en partie dans ce sens, pour faire en sorte que ce soit les partis politiques qui aient le dernier mot, pour rendre les partis politiques influents au détriment des influences individuelles, pour faire en sorte que les partis politiques accroissent leur responsabilité dans le fonctionnement de l'État. Si on a compris ça, on peut comprendre les choix qui ont été faits par rapport au parrainage. Parce que qu'est-ce que la loi dit? Vous le savez, pas la peine de répéter que le député ou le maire ne peut parrainer que le candidat membre ou désigné du parti politique sur la liste duquel il a été élu. Donc, la force au parti politique, la prédominance des partis politiques sur les volontés individuelles, la sécurité pour le parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on aurait pu également dire que le parrainage ne peut pas aller à un candidat indépendant et tout, et que le parrainage peut aller à tout candidat issu d'un parti politique sans cloisonner le parrainage dans le. Bien sûr, madame, ce que vous dites, c'est ça. Je comprends que parfois les lois ne sont pas très très bien comprises. Si vous êtes un parti politique, vous avez votre candidat, oui, mais vous n'avez pas d'élu titulaire de droit de parrainer. Madame, rien ne vous empêche d'être en accord de gouvernance avec un parti qui a des élus, oui, pour avoir des parrainages pour votre candidat, pour que la compétition démocratique puisse avoir lieu. Le législateur a pensé à tout ça. C'est pour ça que quand j'écoute certaines critiques contre la loi électorale, mais je rigole. Je rigole parce que je dis, est-ce que la loi a été bien lue? N'importe quel parti politique. Parce que la loi n'a pas été faite en tenant compte de ce que X est dans la mouvance ou Y est dans l'opposition. Parce qu'après tout, l'appartenance à une opposition, c'est une question de durée. Ce n'est pas parce qu'un parti politique s'est opposé à la gouvernance de Patrice Talon pendant 10 ans qu'il est contraint d'être encore dans l'opposition au successeur de Patrice Talon pour 10 ans encore. Ça ne reprend aucune logique. Ça ne reprend aucune logique. Donc, si vous êtes un parti politique, bien sûr que vous souhaiteriez avoir de candidats alors que vous n'avez pas de parrain, vous pouvez avoir de parrain en nouant les accords tels qu'indiqués dans la loi électorale, article 132 nouveau, accord de gouvernance. C'est ça la fonction de l'accord de gouvernance. Permettre à des partis politiques qui n'ont pas d'élus titulaires de droit de parrainer d'être en accord de gouvernance avec les partis qui en ont et pouvoir bénéficier des parrainages de les élus pour faire en sorte que la compétition démocratique puisse être belle, puisse être une compétition à laquelle tout le monde participe. Maintenant, si on ne veut pas suivre les prescriptions de la loi, si on ne veut pas se conformer aux orientations de la loi et que on a envie de quelque chose qui n'est pas contenu dans la loi, ce sont des désirs politiques. Moi, je ne suis pas ici pour opiner sur ça. Parce qu'en politique, chacun a le droit d'avoir des désirs et d'être d'accord
avec ça ou de ne pas être d'accord. Mais le fait d'avoir des désirs qui ne sont pas satisfaits et le fait pour vous d'être en désaccord avec quelque chose ne veut pas dire que c'est vous qui avez la raison, que c'est vous qui avez raison ou que c'est vous qui avez la vérité. Mais vous avez le droit au désir et vous avez le droit au désaccord. Alors, nous allons parler de la sortie très critique de Candide Azanahi. J'ai noté une phrase que j'ai jugée quand même très violente qu'il a sortie. Monsieur Candide Azanahi a dit « J'ai une aversion, une vomissure, un dégoût, une répulsion contre la façon de gérer, la conception du pouvoir, l'éthique de l'agir public de Monsieur Patrice Talon. Pour quelqu'un qui a été avec lui, certains, par cette sortie, y voient un retour politique, d'autres une alerte citoyenne. Comment vous l'interprétez-vous? Est-ce qu'il incarne encore une voix forte de l'opposition ou est-ce qu'il prêche désormais dans le désert? Alors, je commence par vous dire que ce n'est ni une alerte politique, encore moins une sorte de retour politique, parce que Candide Azanahi n'a jamais été absent sur la scène politique. Aussi, j'ai envie de vous dire que oui, Candide Azanahi est une voix, mais est-ce que c'est une voix forte? Je m'interdis de faire des jugements de valeur. Est-ce que sa voix elle est forte ou elle est faible? Je m'interdis de le dire, parce que c'est pas mon rôle. Je constate, Pissounyo, que Candide Azanahi est pris au piège d'un enfermement idéologique qui l'agace et qui l'irrite. Il n'est pas que prisonnier de ses convictions. Il est esclave, je peux le dire, d'un idéal totalement déconnecté de la réalité, imaginaire, qui n'existe que dans l'abondance de la littérature sur la philosophie politique. Parce que ce qu'il fait et ce qu'il dit permet d'avoir quel est le résultat que nous avons au bout de son discours. Tellement que son enfermement idéologique l'agace, que lui qui d'habitude, même dans son extrémisme lexical, est courtois et élégant, me semble dans cette sortie de 45 minutes x 3, parce que c'est une longue émission, oui, a perdu quand même le sens de son élégance. Il a été inélégant envers le président Patrice Talon dans le choix de certains mots dans lesquels il a désigné, avec lesquels il a désigné. Il n'a pas été courtois. Et je pense que l'indifférence et le silence de Patrice Talon vis-à-vis de son agressivité verbale devrait plutôt l'inquiéter. Parce que beaucoup se posent même des questions dans l'opinion. Mais Candide Azanahi, pourquoi, avec tant de choses qu'il dit sur le président, pourquoi ci, pourquoi ça? Non. Le porte-parole a répondu qu'il n'a rien dit de grave. Mais ça, c'est le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, il est républicain. Il est le porte-parole du gouvernement. Mais je vous parle de ce que les gens disent dans l'opinion, parce qu'ils ont entendu. Je n'ose pas répéter ici. Vous avez sorti une citation contenue dans cette émission, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres expressions qu'on a utilisées pour évoquer le président de la République. Et même au-delà de ça, les publications qu'il fait régulièrement sur sa page Facebook, les mots qu'il utilise désormais lui enlèvent toute l'élégance lexicale qu'on lui connaît. Et on se pose des questions de savoir, est-ce la fin? On se pose la question de savoir si c'est la fin. Ce qui devrait vous permettre de savoir aussi que cette question est opportune, c'est que lui-même, tellement il est seul à croire en son idéal, parce que il parle souvent d'agir public, d'agir politique. L'agir public, l'agir politique, ce ne sont pas que des discours. Ce sont des discours, oui, mais avec des actes concrets pour produire le changement. Mais il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir, mais il veut un changement. Il veut la fin du tallonisme. Comment vouloir la fin du tallonisme en disant personne ne participe aux élections? Moi, je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans la résistance. On ne s'oppose pas à une dictature, on résiste, donc je ne fais rien. Mais comment vous obtenez le changement, madame? Ce sont des discours improductifs. Ça ne conduit à rien, à aucun résultat dans l'espace public. Ensuite, quand des leaders politiques décident de prendre le devant de la scène
pour participer à des manifestations. C'est lui qui dit non, un chef reste à la maison, un chef reste à la conception, il donne des orientations. Mais après, même pour faire une révolution, le chef restera dans son bureau, au siège du parti, pour demander aux enfants d'autrui d'aller dans la rue. Ou c'est quoi ce qu'il veut comme résultat? De quelle façon ces résultats peuvent être obtenus? Les résultats qu'il espère. De quelle façon peut-il avoir ces résultats? Donc, mais il a dit je clairement vous ai que dit, rien ne se fera si on non, ne s'assied pas. je finis rapidement. Je peux répondre à votre question suivante. Est-ce que c'est la fin? Lui-même, tellement il est enfermé, tellement il est isolé sur son idéal, qu'il se dit, je n'exclus pas la possibilité pour les miens au sein du parti de participer aux élections sans moi. Oui. Vous avez repris cette citation-là sur votre compte personnel. Oui. Il y a 24 heures. Oui. Regardez donc, quand vous arrivez à cette étape de réflexion stratégique en tant que chef de parti politique, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'exclut pas que ceux d'entre les camarades de son parti qui veulent participer aux élections puissent y aller, soit avec le parti s'ils veulent, donc lui, il leur laisse le parti, soit en leur donnant la possibilité d'aller participer aux élections avec d'autres partis politiques. Madame, c'est la fin, ou le début de la fin. Donc, à force de rester seul, de penser que ce que l'on a comme stratégie, les idées que l'on met sur la table, il n'y a que ces idées qui puissent permettre d'avoir des résultats. On finit par être isolé. Et c'est ce qui est arrivé à Candide Azanaï, dont nous saluons le niveau de culture politique. Mais après, on a besoin de plus que ça. Comme lui, il y a sûrement des personnes dans ce pays, une minorité, je dirais, qui ne souhaitent pas que le système talon se poursuive. Mais comment vous pouvez mettre fin à un système en démocratie si ce n'est que par des élections? Lorsque vous demandez à l'opposition de ne pas participer aux élections, comment est-ce que vous pouvez avoir la fin des choses que vous dénoncez, tout ce que vous avez cité là? Comment est-ce que vous arrivez à éliminer tout ça si vous n'optez pas pour les mécanismes qui permettent de provoquer les alternances et d'avoir des alternatives? Mais est-ce que vous pensez, M. Odio, que des figures comme celle de M. Candide Azanaï servent quand même encore à quelque chose dans la République ou peuvent drainer derrière elles un certain électorat, ou bien elles sont juste cantonnées à de la critique idéologique? Chaque citoyen sert à quelque chose. Chaque personne qui respire sert à quelque chose. J'espère que vous m'entendez pas un piège. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, je pense que... En fait, c'est pour dire autrement. Est-ce que vous pensez que M. Candide Azanaï, dans ce rôle aujourd'hui, a toujours... que son discours trouve écho chez une certaine partie des Béninois? En fait, autrement, c'est ce que je veux dire. Sûrement, une minorité qui l'écoute, mais pas prête à le suivre. Parce qu'on peut même pas... Parce qu'il propose rien. Il propose rien. Aucune proposition. Sur la question de la chefferie traditionnelle, pour la première fois qu'il a fait des propositions dans une émission, je suis sûr qu'il a été surpris par cette question. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il dit non, ce qui est fait, c'est mauvais. La loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, ça correspond à rien. Que lui, et puis la journaliste lui a demandé, mais qu'est-ce que vous proposez? Il dit, lui, par exemple, lorsqu'on prend Porto Novo, Niki Aboumé, qu'ils font en fait des principautés, madame, des principautés dans la République. Nous sommes une mosaïque de plus d'une soixantaine de groupes ethno-linguistiques. Très difficilement, nous construisons la nation. Et la proposition que M. Candide a trouvé à nous faire, c'est de créer des principautés dans la République. C'est quoi une principauté? Non, il faut peut-être le dire. Je sais que vous savez. C'est-à-dire des territoires, des États, des monarchies souveraines et autonomes au sein de la République, qui peuvent avoir leurs propres règles. Même si c'est une principauté peut être le vassal de l'État, de la République, ça reste un territoire autonome. Absolument. Je ne pense pas que cela correspond à notre histoire, à notre sociologie, à notre psychologie. C'est une proposition dangereuse et totalement irréalisable dans notre contexte. Et je sais qu'il a fait cette proposition sur un coup de tête. Parce que c'est quelqu'un
qui est quand même structuré, qui ne viendra pas proposer qu'on crée des principautés dans la République. Même la République, elle tient difficilement. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons des différences énormes que nous nous efforçons à transformer en richesse. Ce n'est pas dans ce contexte qu'il fallait créer des principautés dans la République. Je donne juste cet exemple pour montrer qu'il n'est pas porteur de propositions alternatives. Quand il doit faire des propositions, il dit quelque chose comme ça. Et pour l'exemple que je viens de vous donner, je ne pense pas que ça soit une proposition très bien accueillie par nos compatriotes, parce que ça risque de remettre en cause l'unicité de la République. L'unicité de la République. Et nous sommes une République unitaire. Nous avons déjà nos problèmes à l'interne. Nous essayons de nous accepter. Nous faisons des discours tous les jours pour créer la cohésion nationale, l'unité nationale. Nous faisons des efforts pour faire en sorte que nous soyons Gon, Ditamari, Yoruba, Minan, Fon, que nous puissions nous sentir comme une nation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va créer des principautés dans la nation. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Est-ce qu'au-delà de son image de résistant et à côté, la fin du système talent entre griffes au bout de 10 ans, est-ce que vous ne pensez pas que la posture de M. Candidat Zanaï pourrait quand même mobiliser une certaine base électorale et du coup... Une base électorale pour quelqu'un qui est dans la logique de pas d'élection ou de pas de participation aux élections? Je comprends pas. Vous voyez comment c'est compliqué d'analyser son profil idéologique. Il dit ne participer à aucune élection. Je ne vous encourage pas à participer aux élections. Donc même s'il a une base électorale, ça ne servira à rien. Parce que cette base électorale renforcée par d'autres aurait pu lui permettre de créer des changements. Mais il est dans une logique de pas de participation aux élections. Mais comment est-ce qu'il espère alors la fin du système qu'il dénonce? C'est un discours politique extrêmement complexe, mais que l'on peut comprendre en essayant de dire tout simplement que c'est quelque chose qui ne veut rien. Il veut rien et ça s'arrête là. Il joue de sa liberté d'expression, il aime bien parler, ça le libère et ça s'arrête là. Et voilà qui met un terme aussi à cet entretien. Monsieur Rachid Ouyo, je rappelle que vous êtes expert en communication politique et publique, analyste politique. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.